Et merci d'être aussi nombreux à venir écouter Nordine Saadi interviewant Amar Metref. Cette fois-ci, c'est pas moi qui le fais pour une raison évidente, parce que c'est mon tonton. Et donc, voilà, je vais passer tout de suite la parole à Nordine Saadi. Bien, bonsoir. Alors, est-ce qui me facilite la tâche, simplement pour dire que je n'ai en réalité, sans fausse modestie, aucune qualité pour apprécier réellement ou pour m'entretenir avec Monsieur Amar Metref, n'étant pas historien, n'étant pas un chroniqueur, n'étant même pas un bon connaisseur de la Kabylie. J'ai accepté de le faire pour deux raisons. La première est tout à fait subjective. Il se trouve qu'il y a quelques 3 ans, je crois, je me suis trouvé au Benyeni pour une rencontre sur Mouloud Mamre et que Areski m'avait présenté son oncle avec qui, enfin, j'ai trouvé beaucoup de sympathie et des histoires, des anecdotes. Et j'ai trouvé un peu normal que j'accompagne un peu ce soir. Ben, la seconde raison, il vient de le dire, c'est une substitution, c'est qu'il a pensé par sa pudeur tellement renommée que c'était peut-être pas lui à présenter son oncle. Et je suis content qu'il soit resté juste à côté de nous. On va lui demander de rester parce que je crois qu'il aura des tas de choses à nous faire. Donc nous recevons aujourd'hui Monsieur Amar Metref pour deux ouvrages. Parmi les nombreux ouvrages de sa bibliographie, que vous trouverez d'ailleurs en quatrième de couverture, de nombreux ouvrages, donc vous avez ça en quatrième couverture, ça nous fera gagner du temps de ne pas, évidemment, en parler de tous. Les deux ouvrages sont L'ermite du Durdura, qui est sous-titré, et je crois que c'est intéressant, je vais commencer peut-être par là tout à l'heure, Roman d'une vie et d'une époque, et un second qui est intitulé très simplement, mais c'est plus complexe que ça, Raconter à Etienni. D'abord quelques mots pour vous présenter Monsieur Amar Metref, qui va accepter très gentiment que je l'appelle affectueusement, comme on le fait autour de vous, à Benyeni, en Kabylie ou en Algérie de façon générale, Damamar. Donc, Damamar est né en 1935 à Tirmitin, du côté de Dara Ben Khadda, où son père, dont il va être question dans ce livre, Ramdan, était instituteur en poste à l'époque. Il y a évidemment un rapport très étroit entre le père et le fils, car le père va jouer un rôle très important dans l'organisation de la famille et dans l'imaginaire qu'il a transmis à toute la famille, et peut-être plus que ça, à tous les villages de Benyeni, et peut-être un peu plus, puisqu'il a été, comme nous allons le voir, instituteur dans un certain nombre de postes à travers l'Algérie, et qu'il a marqué quelque peu les générations. Il est instituteur de l'École nationale Labouzaréa, bien sûr, formé là-bas. À partir de quoi, évidemment, comme cela se passait, il va mieux nous l'expliquer tout à l'heure, comme cela se passait pour ses premiers instituteurs, que certains ont appelés les instituteurs kabyles ou les instituteurs indigènes, etc. Eh bien, évidemment, à la faveur des postes, il va donc séjourner dans un certain nombre de lieux, qui sont ceux de l'Algérie populaire, l'Algérie profonde, puisque son premier poste a été à la frontière algéro-tunisienne, près de Mdarwesh, et puis peu à peu, il va se rapprocher avec l'âge du Durdura et il va retourner chez lui pour les dernières années d'enseignement. Amar, qui est bien sûr le fils de Ramdan, est le dernier des garçons,
et peut-être l'avant-dernier des enfants d'une famille très très nombreuse, fils d'instituteur lui-même, donc de Ramdan. Il va être lui-même instituteur, directeur d'école, avant évidemment de devenir professeur de français, puisqu'il enseigne la littérature et la langue à la fin de sa carrière. Parmi les enfants de Ramdan, dont il s'agit évidemment par cette appellation, nous allons voir pourquoi, de l'ermite du Durdura, l'aîné a été institut, tous les 4 frères ont fait des études. L'aîné, Mohamed Saïd, a été instituteur et directeur d'école. Le second, Achour, a été journaliste à Alger républicain dans l'équipe d'Henri Alleg au début des années 50. Puis il a poursuivi une carrière de postier. Le troisième, Meziane, a été fonctionnaire. Et Amar, Dame Amar, dont nous parlons, lui, il a suivi les pas de son père, c'est-à-dire qu'après une carrière dans l'enseignement, il a été ce qu'on appelle, entre guillemets, je crois qu'il met souvent cela entre guillemets, instituteur indigène. Dans cette famille dont nous allons voir que c'est une famille qui n'était pas prédestinée à devenir une famille d'instit, de père en fils, et que ce fut grâce à l'action de la mère de Ramdan, c'est-à-dire de la grand-mère d'Amamar, les filles ont également été scolarisées, bien qu'elles n'aient pas, c'est les conséquences des préjugés de la période évidemment, suivi la carrière des frères. Mais cela vient du fait que le père a encouragé la scolarisation des filles et qu'il les mettait dans ses classes pour leur apprendre évidemment à la fois le français et à la fois évidemment les rudiments de ce que l'on enseigne à l'école. Amar a été le plus lié à son père, on le sent d'après la biographie, avec cette espèce de pudeur, c'est qu'il n'est jamais dit dans ce livre que c'est le fils qui écrit la vie de son père. Bien sûr qu'on le sait, je le sais par Areski, par la biographie, mais on va le deviner, je crois, en lisant le livre, qu'il s'agit bien de votre père. Dame Amar a été donc un militant. Il a milité pour la cause de l'indépendance, ce qui lui vaudra d'être arrêté et torturé dans une salle du collège de Bnini. Et quand je l'avais rencontré il y a 3 ans, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il nous racontait que la classe dans laquelle on était, où il a continué à enseigner après l'indépendance, était la classe dans laquelle il avait été torturé pendant la guerre de libération. Et je trouve ça vraiment, intéressant et révélateur. Une fois libéré, il va rejoindre sa famille et puis c'est l'époque évidemment où avec les différents plans, Châles, etc., il va subir ce qu'on appelait les plans d'évacuation de l'armée coloniale. Ils vont être chassés des villages de Kabylie et il va donc aller à Alger où il va enseigner à Hussein-D, au Panorama, tandis que son père, celui dont nous allons parler, était déjà à la retraite, mais comme après l'indépendance, il manquait beaucoup d'instituteurs, il va accepter, malgré le fait qu'il soit en position de retraité, de reprendre l'enseignement et de le faire dans son village, à Agouni Ahmed, qui est un des 7 villages, évidemment, des Benyeni, et qui est le berceau de la famille. Amar va décider de suivre son père, et donc il va retourner et faire ce mouvement qui a été assez rare après l'indépendance, qui a été le mouvement de la ville vers la campagne, alors que la plupart du temps, juste après l'indépendance, avec le départ des Pieds Noirs, le vide que créaient les villes, bien souvent, en tout cas c'est ce qui est arrivé à de nombreux parmi nous, moi-même, on a été de la campagne ou de la ville moyenne à la grande ville, etc. Lui, il va faire l'inverse. Il revient à son village d'origine, il sera donc enseignant de français au collège, et puis il va parfaire une formation à l'ITE de Mostaga, de Bouzaléa, et puis il deviendra donc directeur de collège à la retraite.
du fait de ses activités militantes, du fait de la renommée qu'il avait au Benyenni, donc il va être maire durant un moment d'Haïtienni, et il est considéré aujourd'hui comme une des figures de la commune de Benyenni, dans la mesure où il vient d'abord de cette ascendance par laquelle le père avait déjà eu c'est celui dont nous allons parler, il avait déjà eu une vie militante, qu'il a été instituteur et qu'il a formé toute une flopée de jeunes générations, et qu'il a été également un des principaux rédacteurs de cette revue, La Voix des Humbles, qui a joué un grand rôle au début du siècle et qui était le bulletin des instituteurs indigènes, qui au départ commençaient évidemment à revendiquer une égalité dans le statut, parce que, comme il va nous le dire, à l'époque, on n'était pas, avec les mêmes diplômes, on n'était pas institué de la même manière, parce qu'il y avait le code de l'indigénat, et l'instituteur indigène ne percevait pas la même rémunération, ni n'avait le même statut, avec des choses, moi, qui m'ont absolument frappé, puisque vous racontez d'Amamar dans le livre qu'au début, les directeurs d'école français utilisaient les instituteurs comme porte-fées lorsqu'ils allaient faire les courses. Porter le coffre. Pendant qu'il faisait ses courses au marché. Voilà. Et donc, le père de Damamar, c'est-à-dire Alamdan Metref, dont nous allons parler dans ces livres, a pris comme pseudonyme, pour rédiger ses articles dans La Voix des Humbles, l'ermite du Durdura. Hein? Ce pourquoi, évidemment, nous avons ce titre. Et nous allons voir que ce n'est pas un choix de hasard et que ça correspondait à quelque chose, évidemment, dans sa vie. De la même manière que son père, et donc dans la lignée, Damamar a eu ce qu'on appelle une conscience progressiste. Et on relève notamment qu'un instituteur communiste, Jean Galland, qui était membre du PCA à l'époque, raconte qu'à la faveur de certaines élections, il avait distribué des tracts du PCA avec lui, en compagnie de lui et d'autres gens, etc. Il raconte aussi des réunions du PCA chez les Metref, en tout cas en présence du père Metref, et il raconte même que des personnalités du PCA sont venues constamment à la maison, et il souligne la présence de Bachir Hadjali, qui était le premier secrétaire du Parti communiste algérien à l'époque, chez lui, dans leur maison, chez les Metref, dans la nuit du 31 au 1er novembre 1954. C'est un détour juste pour dire que nous sommes en présence évidemment d'une vie militante, c'est-à-dire d'une conscience politique progressiste, mais qui n'a jamais été affiliée, encartée comme on l'est, mais d'une action politique progressiste manifeste, qui est celle que l'on trouve dans un certain nombre d'itinéraires de cette génération, qui ont découvert le progrès grâce d'une part à l'instruction et d'autre part dans le contre-coup des affres évidemment qu'ils vivaient de la colonisation, et qui se manifeste également, cette vie militante, très très souvent par une volonté d'écrire, comme le font souvent les militants à certains moments. Et donc Damamar a toujours écrit. Il avait publié un premier roman en 1980 sous le titre de La gardienne du feu sacré, publié en Algérie à l'ENAG. Et longtemps, il s'est arrêté un moment, et puis après sa retraite, il est revenu dans l'édition. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont ceux qui nous concernent ce soir, L'ermite du Durdura et Raconter Benigni. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, c'est une opinion, hein. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est
On peut, j'aime pas trop les rapprochements parce que chaque auteur a sa veine, etc. Mais on peut tout à fait rapprocher la veine de votre écriture à celle de Mouloud Feraoun. On me l'a déjà dit. D'accord. Mais Pour la raison suivante, c'est d'abord un style qui a beaucoup été analysé par ceux qui sont intéressés à, à l'œuvre de Feraoun. C'est à la fois un style académique, c'est du français très classique, mais qui est parcouru, qui est irrigué par une autre langue qui n'est pas, ou qui apparaît juste par les noms, etc., par le kabyle. Voilà. Et de plus, il y a à la fois la narration classique de l'écrivain classique, c'est-à-dire dans la chronologie, etc., etc., et à la fois la narration du conteur, c'est-à-dire que vous introduisez constamment dans tout votre travail des contes, etc., qui donnent, j'aime pas la couleur locale, bien entendu, mais qui donnent une espèce d'authenticité par rapport au terroir duquel vous écrivez. Voilà ce que je dirais. Voilà. Donc, alors en même temps, je vais essayer de le dire en introduisant les livres. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux ouvrages présentent, pour le premier, l'ermite du Durdura, ce que vous appelez, ce que vous avez intitulé le roman d'une vie et d'une époque, c'est-à-dire que vous croisez constamment tous les éléments biographiques de Ramdan avec le contexte politique, économique, social. Et cela va se traduire de manière plus claire et plus évidente dans le second ouvrage, Raconté à Etienni. Alors évidemment, vous faites une préface qui est une préface de modestie. J'entends bien, je comprends. Je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je vais vous parler d'Etienni parce que j'aime Etienni. Hein? Et du coup, entre votre premier ouvrage que j'ai là, l'ermite du Durdura, et le second, Raconté à Etienni, il y aurait un certain nombre de choses à dire. La première, s'agissant de l'ermite du Durdura, j'ai relevé, à la fin du livre, c'est-à-dire à la page 184, qui est un ouvrage chapitré, c'est-à-dire qu'il suit la chronologie et il y a tous les moments de la vie de Ramdan. Ce chapitre qui s'intitule d'ailleurs « L'ultime étape », vous écrivez ceci. Ramdan entreprit donc de rédiger ses mémoires. Malheureusement, il n'eut jamais ni la force ni le temps de les terminer. C'est vrai qu'il ne pouvait pas, à son âge, mener à bonne fin le projet ambitieux qu'il avait envisagé, car pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple narration de ses souvenirs. À lire les quelques pages qu'il avait laissées à l'état de brouillon, on devine aisément qu'il avait en tête l'idée de faire une profonde analyse du phénomène colonial et capitaliste auquel le peuple algérien fut confronté dans un combat sans merci. Et alors, quand on lit ça, après avoir lu votre livre, ou en lisant votre livre à la fin, on se demande si en réalité, votre ouvrage, l'ermite du Durdura, le roman d'une vie et d'une époque, n'est pas en réalité quelque chose comme le fait que ce soit le fils, vous, qui écrivez la biographie de votre père, qui lui n'a pas laissé d'autobiographie. oui, quelque part, Voilà. ça. Voilà. Oui, voilà. Pourquoi ? Parce que jamais à aucun moment vous ne signifiez que c'est votre père. Vous ne le dites pas. Si on ne le savait pas. Oui, non, mais ça. Et d'autre part, vous introduisez des éléments du vécu
par ce qu'on appelle la vie romancée, parce que vous n'étiez pas à l'époque quand il avait 10 ans. Vous allez raconter un certain nombre d'anecdotes et on voit bien que les sources sont celles de la transmission familiale, les anecdotes qui se racontent, et à un moment, vous le dites également, c'est que vous avez aussi des tas de sources, d'éléments par les récits de ces anciens élèves ou des gens tout autour dans la Deshana. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à ce que, obéissant à ce que vous pensiez être l'intention de votre père, que vous fassiez en même temps une biographie, c'est-à-dire une chronologie de la vie de Ramdan, et en même temps que vous la replacez complètement dans le contexte historique, etc., etc. Et donc, on voit à chaque moment surgir les époques historiques dans lesquelles il a vécu. Comment est née la Voix des Humbles? Qu'est-ce qu'a été le régime colonial au moment de l'indigénat? Qu'est-ce qu'a été le régime de Vichy pour les Algériens, notamment le fait quand même que c'est au cours de cette période qu'il a été révoqué de ses fonctions? Quelles ont été les relations entre les Arabes et les Algériens de façon générale et les Français? Et là, vous ne tombez jamais dans le schématisme. Autant le livre est fait d'un discours nationaliste, quoi, autant, par plein d'anecdotes, il y a de bons Français, il y a de mauvais, et il y a de bons Algériens, mais il y a en même temps tous les caïds, voilà. Et en même temps, il y a tout un rapport très affectueux vis-à-vis de la religion, et en même temps, tout en dénonçant tout ce qu'on a appelé l'obscurantisme confrérique, etc. Avec des choses assez étonnantes, intéressantes, mais je crois que c'est pas... Oui, c'est connu à peu près par l'histoire. C'est ce rapport affectueux qu'a entretenu Ramdan lorsqu'il a rencontré et connu Bembadis, hein, puisqu'il a été invité par lui à Constantine, etc. Et en même temps, son côté très très rationaliste, parce que l'on comprend à travers tout le livre qu'en fait, il a été formé par les Lumières, c'est-à-dire par le XVIIIe siècle, et que donc il était de cette génération intellectuelle qui a été en même temps nourrie par le rationalisme, le progressisme, les Lumières françaises, et qui en même temps était nourrie par un islam qu'on a appelé réformateur à l'époque, c'est-à-dire anti-confrérique, voilà, qu'a connu Bembadis. Et ça donne, je crois, ça donne, je crois, un grand intérêt, qui est un intérêt historique, parce que ce n'est plus le travail de l'historien, c'est-à-dire avec la distance critique, mais c'est l'œuvre subjective que vous réclamez d'ailleurs, puisque vous dites, je vous cite, je veux parler du Benyenni que je porte dans mon cœur, en parler exactement comme le ferait un fils aimant qui parlerait de sa mère avec tendresse et respect. Je ne prétends pas écrire l'histoire objective de Benyenni, c'est donc un simple badaud de la vie c'est en simple badaud de la vie que je rencontre mes impressions et mes souvenirs. Et je vais demander ensuite, je vais vous faire polémiquer avec des historiens, puisque nous avons la chance d'avoir deux grands historiens dans la salle, M. Mohamed Harbi et M. Gilbert Meignier. À un moment, vous écrivez ceci. L'histoire est loin d'être une science exacte, comme certains historiens à la solde veulent bien nous le faire croire. C'est tout simplement un point de vue d'historien sur des faits bien souvent improbables, pour ne pas dire imaginés, pour les besoins de la cause, etc. La véritable histoire, c'est l'histoire palpitante des peuples, non celle des historiens qui sont produites, je pousse un peu pour vous emmener à la polémique, qui sont produites par leurs élucubrations pour défendre ou conforter des systèmes politiques imposés par la brutalité, etc. Donc, quelles sont les relations, nous allons en parler tout à l'heure, entre la légende, le conte, l'imaginaire et l'histoire, et je crois que c'est quelque chose
qui serait intéressant. Et enfin, sur raconter Haïtienni, vous êtes bien modeste. Vous avez le droit de l'être, bien sûr, mais vous commencez par dire mais non, je ne fais pas de monographie. Mais en réalité, vous en faites une. Et vous avez bien raison de souligner qu'il n'y en a pas eu avant vous. J'ai dit je ne fais pas une monographie parce qu'au départ, enfin, au début, pendant longtemps d'ailleurs, j'ai nourri le projet d'écrire une véritable monographie de Benigni. À l'époque, quand j'étais au collège, j'ai voulu même, comment dirais-je, le faire avec la collaboration de mes professeurs, dont surtout certaines femmes, pour recueillir, si possible, le maximum de légendes, le maximum de contes, le maximum de berceuses, etc. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire démarrer la machine. Finalement, j'ai décidé de l'écrire une fois que j'avais pris ma retraite, d'écrire quelque chose sur Benigni, même tout seul, en me basant uniquement sur mes souvenirs et mes impressions. Oui, mais du coup, vous faites quelque chose de très intéressant parce que habituellement, on a des travaux qui sont les travaux des ethnologues, par exemple, qui passent évidemment par ce qu'on appelle les informateurs, etc., c'est-à-dire les gens du cru qui vont parler à l'ethnologue qui va faire des analyses. Vous faites deux choses. D'abord, vous avez une parole intérieure, puisque vous êtes complètement enraciné là-dedans. Oui. Et ensuite, vous faites œuvre, enfin, je ne sais pas vous, mais vous faites œuvre de science, pardon, puisque vous nous faites l'histoire des Benigni bien avant l'indépendance, oui, et bien avant l'arrivée des Turcs. Oui. Puis ensuite, vous essayez de faire de l'onomastique, c'est-à-dire de travailler sur le nom de Benigni, en montrant qu'il peut être tout à fait d'origine turque, puisque Yenni veut dire nouveau, évidemment, en turc, en même temps qu'il peut être berbère. C'est-à-dire que vous faites tout ce travail que l'on essaye parfois de faire scientifiquement sur les noms de lieux, sur l'origine des lieux. Vous nous rendez compte de la constitution historique, hein, des tribus, d'où elles sont venues, comment se passaient les luttes, etc. De cet univers qui est malheureusement très peu connu, pré-colonial. Vous essayez de montrer pourquoi. Moi, c'est une chose qui m'avait toujours étonné, que j'ai apprise par vous. Pourquoi c'est Benigni qui a été très tôt le village dans lequel il y a eu les premières écoles françaises. Et vous remontez loin parce que vous montrez comment c'était un village marzen sous les Turcs, qui est devenu un village témoin sous la colonisation, et que c'est à ce titre, c'est compte tenu de l'intérêt qu'ils y ont trouvé, hein, et en même temps, vous montrez quelque chose, moi je n'y avais jamais pensé, j'avoue, c'est qu'il y avait contrepoids entre l'Église et la volonté de christianiser, et donc les écoles des Pères Blancs, etc., et que le contrepoint a été l'école républicaine qui a formé les instituts, oui, et que finalement c'est dans cette contradiction que finalement l'entreprise coloniale n'a pas trop marché dans sa volonté de christianiser, ça n'a pas tellement tenu, tandis que l'école laïque, finalement, elle a beaucoup contribué à faire que dans cette génération, elle n'est pas aboutie à ce qu'on appelle des assimilés, quoi qu'on le dise, mais à donner des nationalistes et des progressistes. Voilà. Voilà comment j'ai lu votre livre, ce que j'ai vu. Le reste, je ne vais pas rentrer dans les anecdotes. Voilà. Alors, ce que je voudrais simplement vous demander, c'est quelles sont les impressions que vous avez par rapport à ces quelques remarques, et reprendre également, évidemment, la question de l'histoire. Bon, en ce qui concerne justement ce que j'ai écrit dans Raconter Haïtienni, je ne me suis pas, comme je l'ai dit, je ne me suis pas basé sur des documents écrits, etc. Je n'ai pas fait de recherche. Je me suis uniquement contenté de ce que les gens disent, nos anciens disent de Benigni. Il y a eu telle chose à telle époque,
Nos vieux, ce sont comme disait Monsieur Mamri, nos vieux, c'était des bibliothèques. Alors, moi, je me suis basé uniquement sur ce que j'ai entendu dire autour de moi. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne fais pas œuvre d'historien, mais plutôt je raconte Athiani dans sa quotidienneté, telle qu'on raconte. Par exemple, nous avons un personnage très important chez nous, puisqu'il y a des gens de Bélieni qui peuvent dire la même chose. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler le saint patron de Bélieni, Sidi El-Ouaya. Eh bien, on raconte tellement de légendes sur lui, etc. Et je me suis basé beaucoup sur ces légendes-là pour écrire ce que j'ai écrit dans ce livre-là. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus une sorte de, comment dirais-je, de souvenirs. C'est mes souvenirs, en quelque sorte, sur Bélieni, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu... Non, oui, non, bien sûr. Et puis, je pense que beaucoup de personnes le liront ensuite, mais l'essentiel, c'est de savoir quelle a été votre démarche, comment on voit les choses. Alors, évidemment, je ne vais pas raconter le livre, parce qu'il y a plein d'anecdotes dans chacune des périodes, mais j'ai également aimé ce côté qui est parfois très rare lorsqu'on fait la biographie de quelqu'un qui nous est proche, on fait ce qu'on appelle de l'agiographie, on va le présenter comme le meilleur, etc., etc. On voit bien ses sentiments filiaux vis-à-vis de votre père, mais en même temps, vous n'hésitez pas à écrire qu'à un moment, il est passé à la bouteille, et que, voilà, et que ça produisait quand même ça produisait un certain nombre de contradictions avec l'entourage, y compris la famille, etc. Et c'est simplement pour traduire que c'est vrai que cette évolution a eu lieu en Algérie, chez beaucoup d'autres, etc. Quoi. Oui, oui. De la même manière que les rapports avec les très nombreux personnages qui sont croisés comme ça dans ce livre, à travers toute son histoire, sont vraiment des portraits comme on caricature, c'est-à-dire des portraits de personnages à travers l'histoire de l'Algérie, qui sont pittoresques, qui sont certains sympathiques, d'autres complètement antipathiques. Et c'est vraiment des portraits comme on pourrait le faire par la caricature et tout, et qui nous enseignent, je crois, des tas de choses sur notre société, sur le passé, etc. Donc là, je crois que oui, c'est savoureux, on trouve des tas de choses, ça, mais l'essentiel, je pense, serait de nous dire qu'est-ce que vous pensez, vous, maintenant que vous avez eu l'expérience, que vous nous donnez la liste de tous les... Enfin, vous le donnez, là, c'est très bien, ça, c'est un travail de tous ceux qui ont été instituteurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'a donné cette période, les instituteurs indigènes, qu'on a souvent assimilés, à mon avis, à tort, bien que la majorité était kabyle, aux instituteurs kabyles, et l'action qui a été menée, qui a conduit bien sûr à Mouloud Feraoun, mais pas simplement, par rapport évidemment à ce qu'a été, d'introduction du système scolaire français, d'un certain nombre de valeurs, etc., dans notre société. Surtout que là, ça se passait au début du dernier siècle. Hein. Oui. On est dans les années... ça commence à 1900. Hein. 1900... Mon père, qui n'était pas, qui ne faisait pas partie des premières promotions d'instituteurs dans Bénieni, et déjà était instituteur en 1913. Voilà, c'est ça, c'est cette période. Oui, oui. Alors qu'il y a des instituteurs, alors qu'il y a des instituteurs beaucoup plus âgés que lui, comme notamment j'ai en face de moi quelqu'un du village, donc il connaît bien les instituteurs, M. Belahmar. Il est mort centenaire, il était instituteur peut-être vers les années 1900, je ne sais pas. Il avait plus de 10 ans que... il était plus âgé de plus de 10 ans que mon père, M. Bouchek. Ah oui, j'ai connu son
fils. Voilà, Bouchek, le père, Le père du psychiatre. Le père du psychiatre. Lounès, oui. Oui, Lounès, son oui. père. Oui, oui, Son père était instituteur bien longtemps avant mon père. oui, Il était oui. beaucoup plus âgé. Et là, oui, M. Bitam le Vieux. C'était des instituteurs de la première génération d'instituteurs. Hein? Azam, oui, M. Azam, non, il y a beaucoup. Si on peut dire. D'ailleurs, j'ai donné la liste. Oui, 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 j'ai donné elle est liste ici des à la anciens fin. instituteurs, Oui, oui, elle est à la des fin de... anciens instituteurs de Bénieni. Oui, voilà, maintenant je crois que moi j'ai simplement introduit, donné un peu le ton du livre, etc. On va discuter avec nos amis, quoi. Alors, bah, je sais pas, peut-être qu'en attendant, on peut voir les grandes phases de la vie de Ramdan, quoi. Je veux dire, euh, un enfant pauvre du village. Ouais, Qui... c'est-à-dire que je voulais pas le faire, mais enfin j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, pour ne pas alourdir d'une part, et peut-être pour suggérer que chacun puisse la lire directement. Mais grosso modo, et c'est une histoire à la fois particulière et qui s'inscrit dans le contexte. Ramdan est à 10 ans orphelin, élevé par sa mère. Et voilà que c'est ce qu'on appelle, enfin depuis Gorky, quoi, une mère courage. Cette mère va comprendre très tôt que la seule façon de sauver ses enfants, évidemment, c'est de les scolariser. Elle a un premier qui marche très très mal, dont l'instituteur déclare que c'est le bourricot de la classe. Elle le pousse quand même, et puis elle a d'autres enfants qui réussissent particulièrement. Et là, on a l'enfance de Ramdan qui est très très bien décrite. C'est ce qu'on appelle un garçon intelligent et turbulent. Il fait des coups partout, mais quand il va en classe, c'est le meilleur. Et donc il réussit scolairement. Et il est poussé par un couple d'instituteurs qui s'intéressent à lui, qui sont ces instituteurs républicains, Jules Ferry, quoi. Voilà, et qui vont le pousser à franchir des étapes avec une mère qui va complètement le soutenir, et il va faire donc tout ce cycle. Il passe par l'école primaire supérieure, et il va surtout, ça c'est intéressant parce que c'est un lieu qui a été un lieu très intéressant dans l'histoire de l'Algérie. Il va aller à l'école Saroui. L'école Saroui est une école du bas de la Casbah, même la Hankaï a été. Oui, oui, exactement. Voilà. Oui, oui. Elle recevait tous les indigènes de l'époque. Voilà, elle recevait tous les indigènes de Kabylie, de l'Algérois, etc. Ils ont d'ailleurs une association maintenant où se réunissent les anciens de Saroui. Et Saroui a donné beaucoup d'élèves qui ensuite se sont trouvés importants dans la guerre de libération nationale. Oui, oui, oui. Ça a été en même temps une école de colonialisme et d'anticolonialisme. Et il va ensuite évidemment rejoindre l'Abou Zaréa. Et à partir de là, il réussit très bien. Il va être donc instituteur. Et nous allons suivre à travers le livre tous les lieux où il a officié, c'est-à-dire des lieux où il a exercé son métier. Ça a commencé tout à fait à la frontière algéro-tunisienne. Et alors, on a une description des rapports entre l'instituteur à l'époque et le village, la communauté. Parce que d'abord, évidemment, là, on respecte tout à fait les instruits. Il fait en même temps le contrepoids au taleb, d'où les deux éléments formateurs de la société algérienne qui sont assez bien décrits. Et puis, à partir de là, il est nourri des valeurs des Lumières, comme on dit, puisqu'il a un instituteur qui l'a tout à fait initié au XVIIIe siècle, et il se met à lire Diderot, d'Alembert, etc. Et à la fois, c'est un rebelle, comme on dit
de quelqu'un qui refuse l'ordre établi et qui va se révolter au fur et à mesure contre les injustices. Et un jour, à la faveur d'un de ses postes, il descend à Bojboarere, c'était juste un village à côté de Bojboarere, et puis il va trouver, parce que c'est un grand lecteur, dans un kiosque à journaux, il va découvrir La Voix des Humbles. Évidemment, ça le touche puisque c'est le bulletin, c'est la revue des instituteurs indigènes. Et il aime le ton, il aime le fait que ce soit une revue qui apparaît un peu comme une revue de dénonciation de leur situation. Et tout de suite, il va se mettre à correspondre avec eux. Et puis, il va devenir rédacteur important. Et il va se trouver un pseudonyme. Il va s'appeler l'ermite du Durdura. Voilà. Et il va être un rédacteur constant de La Voix des Humbles, à partir de laquelle il va commencer à militer. C'est-à-dire que ces instituts sont sollicités. Il y a un congrès des instituteurs musulmans indigènes qui se tient à Constantine. Il y a Cheikh Ben Badis qui les invite à une réunion, donc il va être impressionné par le réformisme musulman, c'est-à-dire par cette façon par laquelle Ben Badis condamnait ce qu'il appelait le charlatanisme, les confréries, etc. Et il va être, voilà, comme ça, un pied entre d'un côté les progressistes, voire l'influence communiste que l'on devine, et de l'autre côté le réformisme musulman. Et puis tout naturellement, évidemment, il va se retrouver une fois en France. Il va avoir un bon ami à lui, Ali, qui lui a été ouvrier en France, qui s'est formé, qui est devenu technicien important, etc. en France, et qui lui a rencontré et milité avec Messali El-Hadj. Il raconte même qu'ils ont été en prison un soir ensemble. Ils ont arrêté un soir ensemble, etc. Et on a donc, enfin voilà, comme on peut le faire dans un roman, tous les éléments constitutifs de la naissance du nationalisme algérien. Évidemment, on va avoir des descriptions de ce qu'a été la grève des commerçants, on va avoir une description de la grève des lycéens, des étudiants, etc. Auparavant, on va avoir toute une description, mais de près, c'est-à-dire, ce n'est pas un récit extérieur, mais du vécu de ce qu'a été le régime de Vichy dans ces régions-là, notamment lui qui, du fait de son militantisme, a été donc révoqué pendant la période. Et on voit se dessiner à la fois l'action d'un certain nombre d'instituteurs français pour le progrès, etc. Ce n'est jamais prononcé en faveur de l'indépendance, à ces moments-là, mais pour le progrès, l'instruction, l'émancipation, entre guillemets, des indigènes. Et de l'autre côté, des réactions racistes à la fois des colons et de certains corps de l'enseignement et tout. Et donc, j'ai trouvé vraiment intéressant que tout cela soit très bien contrebalancé, qu'il n'y ait jamais de schématisme, etc. Et je crois que ça atteste un peu de ce qu'a été cette vie, et pas seulement de la façon dont vous la voyez après. Je ne sais pas ce que je dois dire en ce qui concerne. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai d'abord, évidemment, je l'ai écrit, comme on dit, avec tous les sentiments que j'éprouvais pour mon père. Et j'ai raconté dans la mesure du possible exactement la situation telle que nous l'avions vécue exactement. Maintenant, il se peut que... Voilà. Oui, non, mais c'est ça qui donne l'intérêt du livre. C'est ce qu'on appelle l'authenticité, quoi. C'est ça l'essentiel, oui. Moi, j'ai une question à propos de l'image de l'école telle qu'elle... je n'ai pas lu le livre, hein, mais enfin, ce que je peux en juger d'après le résumé qu'on a fait, Nourdine Saadi. On a une école dans mon village donc, qui date de 1892, donc un peu après la vôtre. Et on a fait une petite brochure quand on a célébré le centenaire. Donc il y avait encore les survivants des tout premiers élèves.
Et ils m'ont raconté qu'à l'époque, ils n'étaient pas full à vouloir aller à cette école et qu'on donnait des sous au caïd pour ne pas les signaler parce qu'ils préféraient rester à la maison, garder les chèvres, etc. Et puis, quelque part, l'école était perçue comme un cours étranger. Ça, je l'ai vécu moi-même plus tard quand j'ai dû fréquenter l'école. Soit dit en passant, le premier jour où j'allais à l'école, les gendarmes sont arrivés en même temps que moi. Donc, j'ai jamais été à l'école. Elle a été transformée en caserne. Bon. Mais déjà de mon temps, le fait d'aller à l'école était comme une espèce, je mets des guillemets à ce mot quand même, trahison par rapport à la société traditionnelle. Parce que déjà, on voyait les gens qui allaient à l'école s'habiller autrement, apprendre une autre langue qui n'est pas la langue locale. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout cette méfiance vis-à-vis de cette école qui, par ailleurs, est effectivement une voie pour la promotion. On le sentait bien, évidemment, promotion économique, sociale. Est-ce qu'il y avait cette méfiance par rapport à cette école française républicaine? Bon, je pense que ce que vous dites là est en partie vrai, mais je pense que ce n'est pas considéré comme une trahison. Ce n'est pas considéré, aller à l'école à l'époque n'était pas considéré comme une trahison. C'était plutôt, comment dirais-je, à l'époque, les familles d'abord étaient pauvres, surtout, je parle des régions montagneuses surtout. Et comment dirais-je, donc les gens hésitaient à envoyer leurs enfants effectivement à l'école à un certain moment parce qu'ils avaient besoin, on a besoin de tous les bras pour travailler. Par exemple, beaucoup de parents préfèrent à l'époque donner des chèvres ou des moutons à garder à leurs enfants pour l'Aïd, etc., plutôt que de les envoyer à l'école. Parce qu'ils ne percevaient pas encore l'importance de l'instruction. C'était surtout cela. Ce n'était pas une question de trahison. Et puis, peut-être au début, tout à fait, où on ne connaissait pas encore, la finalité de l'instruction, etc., peut-être aussi, on pensait que s'instruire en français, c'était une sorte de dépersonnalisation. On craignait cela peut-être aussi. Mais petit à petit, ces choses-là se sont, comment dirais-je, dissipées. Et puis, les gens ont pris conscience que, quel que soit, d'ailleurs, c'est ce que disait justement, c'est ce qu'a dit dans la causerie qui a eu lieu, qui a tenu Ben Badis en s'adressant aux insulteurs justement indigènes, parce qu'il les a réunis justement dans ce but-là, pour les mettre en garde contre justement cet état d'esprit. Il leur a dit, je répète texto, tel que mon père nous l'a raconté, il leur a dit attention, faites attention, n'écoutez pas ceux qui vous disent que la langue française c'est une langue de mécréants ou de ceci ou de cela. La vérité s'enseigne dans toutes les langues. Donc, apprenez à vos enfants à discerner la vérité, quelle que soit la langue dans laquelle vous l'enseignez. Et c'est pour cela que mon père a gardé effectivement un très grand respect pour Ben Badis, bien qu'il n'avait pas tout à fait les mêmes idées sur un certain plan, mais pour lui, c'était quelqu'un de très sincère, c'était quelqu'un de très progressiste qui voulait effectivement le progrès du peuple algérien. Alors, il a réuni uniquement les insulteurs indigènes qui enseignaient en français. C'était pas les enseignants arabisants. Il a réuni les insulteurs de langue française indigènes pour les mettre en garde qu'ils doivent faire leur travail correctement parce que, quelle que soit la langue dans laquelle on enseigne, l'essentiel c'est d'ouvrir les yeux aux enfants. Oh, vers les années 1920 à peu près, parce que mon père était en poste à Bourg-Bararige dans les années 18-20. J'ai retrouvé d'ailleurs la première lettre qu'il a adressée à la Voix des Humbles. Je l'ai retrouvée à la Bibliothèque nationale à Alger. Elle était en microfilm d'ailleurs, parce que j'ai voulu recopier tous les articles de mon père. Malheureusement, je n'ai pas eu ni le courage ni la force de le faire.
Mais la première lettre qu'il a adressée, elle datait de 1920. Elle datait de 1920. Donc déjà en 1920, il était déjà en poste à Borj-Barari. Moi, je voudrais juste apporter une précision chronologique. Parmi les fantasmes des historiens, il y a aussi le fait qu'il faut suivre quand même une chronologie. Il y a eu une thèse que j'apprécie beaucoup, c'est la thèse de Yvonne Turin, Affrontement culturel dans l'Algérie coloniale, qui a été soutenue en 63, 64, 67, enfin bon, il y a une cinquantaine d'années. Elle parle en effet de l'école française jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à la guerre de 14. Et en effet, ce qui a été dit tout à l'heure, il est vrai que l'école doit souvent recruter, elle doit souvent aller chercher les élèves qui ne se présentent pas du fait de la pression de leur famille volontairement dans les classes. Ça, c'est vrai. Il se trouve que moi, j'ai fait ma thèse sur l'Algérie et la guerre de 14-18. En 1914, il y avait entre 10 000 et 12 000 Algériens en France. La guerre de 14, c'est 173 000 Algériens mobilisés et c'est 120 000 ouvriers. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez 300 000 Algériens qui traversent la Méditerranée. Et moi, j'ai continué le travail d'Yvonne Turin pour la période de l'entre-deux-guerres, alors qu'avant la guerre de 14, les écoles attiraient du monde. Après la guerre de 14, elles refusent parce que tout le monde s'y précipite. Donc je crois qu'il y a une grosse différence entre les deux périodes. Voilà, c'est tout ce que... Effectivement, ce que vous dites Ah, là... oui, moi ça m'a frappé. Hein. Et j'en ai discuté avec Yvonne Turin et elle m'a dit, en effet, moi, on n'a pas parlé de la même période. Effectivement, ce que vous dites là est vrai parce qu'au début, bon, on recrutait les élèves, quand on acceptait tout le monde. Et à un moment donné, et là, je crois qu'il faudrait aussi faire... mettre un point sur une chose, une réalité, c'est que justement, il faut appeler les choses par leur nom, le colonna était justement contre l'instruction des indigènes parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre servile. Le congrès des colons de 1909 demande l'interdiction de l'enseignement des indigènes. Exact, voilà, c'est pour cela justement qu'après il y a eu ce recul, si on veut, de la scolarisation, parce que au lieu d'appliquer la loi qui dit que la scolarité est obligatoire, la scolarisation donc est obligatoire, alors sous la pression des colons, l'administration fermait les yeux quand les parents n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Juste deux mots, s'il vous plaît. Oui, oui. Il n'y avait pas que les colons, parce que le budget algérien, les délégations financières devaient être approuvées par l'Assemblée nationale française. Jamais, une seule fois dans l'histoire, l'Assemblée nationale de Paris n'a refusé un budget algérien qui donnait des sommes dérisoires à l'enseignement des Algériens. Donc les responsables, c'est les colons, mais le colonialisme, c'est un système. Et le système, il était aussi à Paris, et c'était Paris qui était responsable. Ben oui, parce qu'à Paris, justement, à Paris, j'écoutais le colonna, c'est le colonna. Les indigènes ne pouvaient pas, comment dirais-je, avoir de relations avec l'Assemblée nationale ou les autorités françaises. C'était le colonna qui décidait de tout. Et je vais vous provoquer. ben, allez-y, Oui. allez-y. Là, je vous entends parler et souvent, j'entends dans votre bouche le mot de vérité. Et le mot de vérité. Et sans prétendre être historien, vous prétendez à l'établissement de la vérité. Pourquoi vous en dispensez les historiens et quels historiens? Je crois que tu vas répéter la question. Je n'ai pas très bien entendu. Vous voulez savoir quels sont les historiens que je... Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Je dis, vous croyez à la vérité. Oui. Vous croyez à l'établissement de la vérité. Dans ce que vous écrivez, vous dites que vous parlez vrai. Je vous crois. Si, vous l'avez dit. Que vous parlez, ce que vous racontez, vous dites, c'est vous racontez la vérité. Pourquoi vous estimez que les historiens, eux, n'établissent pas la vérité?
je ne dis pas que les historiens, je ne dis pas que les historiens ne disent pas la vérité. Malheureusement, il faut dire une chose, c'est que chacun a sa vérité en réalité dans la vie. Hein? Il y a la plupart des historiens travaillent. La plupart des historiens travaillent pour une cause, pour une. Ils font partie d'un clan, si on veut dire. Vous prenez, j'aime citer souvent le cas de Thiers, par exemple. Thiers qui a écrit l'histoire de la Commune de Paris, puisque nous sommes à Paris, j'en parle. Il a écrit l'histoire de la Commune de Paris. Pensez-vous que un Thiers qui a été justement qui a massacré la Commune de Paris va dire exactement la vérité sur la Commune de Paris? Est-ce que vous le croyez? Oui, mais à ce moment-là, il faut dire qu'il y a des courants dans la société, des courants politiques ou des forces sociales qui veulent confisquer, s'approprier l'histoire et en faire une arme politique. C'est le cas de Thiers. Mais vous ne pouvez pas vous attaquer aux historiens comme ça. Non. Vous savez et puis Thiers n'est pas un historien, excusez-moi. Oui. Barbé d'Orville. C'est un idéologue de classe. Voilà, exactement. Mais la plupart... Alors je voulais intervenir justement sur ce point. Oui. Il existe des historiens qui sont des idéologues. Moi, j'ai appris l'histoire quand j'étais gamin. On nous appelait nos ancêtres les Gaulois, exactement, qui sont devenus gallo-romains. Sauf que moi, je ne me sentais pas du tout gaulois. Mon père n'était pas francophone comme le vôtre, il était occitanophone. Mais on parlait français parce que mon père était instituteur comme vous, si vous voulez. Bien. Mais il m'a mis en garde très vite. Il m'a dit, fais attention, on te raconte des conneries à l'école. Et les conneries, je les ai tout de suite vues parce que le nombre de fois où je me suis frité avec mon instituteur ou avec mes profs d'histoire après, c'est sûr. Je dis simplement que c'est vrai qu'il y a des valeurs chez les historiens dignes de ce nom de nos jours. C'est ce que m'a appris mon maître qui s'appelait Pierre Vidal-Naquet. Je ne sais pas si vous connaissez. De nom, oui. Il a été mon professeur d'histoire grecque à l'université de Lyon en 1970. Il m'a dit, l'historien, c'est à la fois une méthode et c'est le contrôle de cette méthode par des valeurs. Évidemment, il peut y avoir plusieurs histoires, mais je pense que les valeurs dont des gens comme Pierre Vidal-Naquet ou dont mon maître de thèse, André Nouchy, qui vient de ressortir sa thèse, je lui ai fait une petite préface de 63 pages, qui vient de sortir chez Abdelrahman Bouchen, je pense que ce sont des gens qui sont crédibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Seul Dieu est parfait, mais exactement. encore faut-il qu'on y croit. D'ailleurs, vous savez, vous connaissez certainement le mot de Barbé d'Orville. L'histoire, c'est de la parole humaine, et comme toute parole humaine, elle peut tromper et se tromper. Je crois que c'est quand même de moins en moins vrai, parce qu'il y a quand même des historiens dignes de ce nom. Si vous prenez effectivement l'histoire ras des pâquerettes, l'histoire officielle, l'histoire des manuels, moi j'ai fait soutenir une thèse sur les manuels d'histoire algériens, excusez-moi, c'est pas de la tarte. Hein. Eh bien sûr, bien sûr. Pareil. Bien sûr. Mais vous avez de vrais historiens algériens. Moi, j'en connais, je peux vous en citer, qui sont dignes de foi. N'est-ce pas, Mohamed? Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez raison d'être sceptique quand on voit comment se fabrique l'histoire en Algérie. Mais et comment elle se fait en Algérie, comment on l'apprend en Algérie, comment on la censure, etc., etc. Mais cela doit nous rendre plus vigilants à l'égard des historiens. Mais on ne s'attaque pas à l'histoire avec un grand H. Et en Algérie, le problème fondamental, c'est que l'histoire moderne, l'historiographie est née avec le nationalisme et par le nationalisme. Oui, et elle a suivi la trajectoire du nationalisme. C'est une histoire du nationalisme, ce n'est pas une histoire de la nation. Oui, exact. Vous savez, prenons par exemple, pour citer d'autres exemples, puisque nous parlons d'histoire, la Révolution française, par exemple.
tel qu'on nous l'a enseigné pendant notre scolarité. On a été abreuvé de l'histoire de la Révolution française, etc. Mais quand on lit, par exemple, je ne sais pas, Les dieux en soif d'Anatole France, qui est une version justement qui raconte un peu à sa manière l'histoire de la Révolution française, eh bien, on doute finalement de la véracité de ce qui nous a été enseigné. Hein. Mais ce qui vous a été enseigné, c'était il y a 50 ans, 60 ans, excusez-moi, c'est pas parfait maintenant. Mais ça a quand même un peu changé. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Mais malheureusement, justement, c'est ça le hic, c'est que chaque époque a sa vérité. Oui, mais je pense chaque époque a sa vérité. Je pense qu'on est arrivé à une époque, encore une fois, ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Quand vous dites chaque époque a sa vérité, vous dites autre chose en réalité. Les époques ne se posent pas les mêmes questions et n'ont pas les problèmes à résoudre. Et c'est normal qu'on étudie l'histoire du point de vue des questions qu'on lui pose et dont on attend des réponses. C'est normal. Et ça ne veut pas dire qu'on va rouler la vérité dans la farine. On se pose les questions de notre temps, que notre temps nous pose. Mais on a des sources, on a des méthodes. Les sources, on les croise. La méthode, on la vérifie. Hein. Si on sélectionne les faits ou qu'on élimine des faits uniquement pour prouver sa thèse, il y a toujours quelqu'un à côté qui dit « Votre thèse n'est pas valable. Voilà, il y a des faits que vous avez évacués. » Mais quelqu'un le dit en historien aussi. Bien sûr, c'est tout à fait vrai, ça. Chacun bien sûr... D'ailleurs, la vérité, finalement, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qu'on perçoit de soi-même, d'une réalité complexe. C'est un peu... je ne sais pas, j'ai lu quelque part justement un chroniqueur, c'est une histoire d'un chroniqueur anglais. Un chroniqueur anglais qui a rapporté, je ne sais pas, qui a rapporté l'histoire d'une bataille. Il a fait la chronique d'une bataille. Et quand il a raconté ça a déplu au roi. Et le roi l'a convoqué. Il l'a fait amener pour lui dire ce que tu as écrit là, c'est tout à fait faux, c'est invraisemblable, etc. Alors évidemment, le chroniqueur, pour prouver au roi qu'il n'a écrit que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu, etc., il a demandé au roi s'il pouvait l'autoriser à sortir dans la rue pour provoquer un incident. Et il a demandé au roi de placer des observateurs à des points différents pour suivre le déroulement de cet incident-là. Et lorsqu'il a provoqué l'incident, il est revenu. Ensuite, il a demandé au roi d'interroger les observateurs pour que chacun lui rapporte la version de ce qu'il a vu. Eh bien, chacun avait vu le même incident, mais chacun l'avait vu différemment. Et ils ont tous rapporté des choses qui ne correspondaient pas les unes aux autres. Alors il a dit, vous voyez que souvent l'histoire, ce n'est pas ce qui s'est passé réellement, puisque personne ne peut avoir une vision globale de la chose. C'est chacun rapporte exactement ce qu'il a cru voir, parce que ce n'est pas ce qu'il a vu, mais ce qu'il a cru voir. Dernière question. Oui. Les observateurs qui ont vu ça, est-ce que c'était des historiens, monsieur? Non, ce n'est pas un problème. Les historiens, justement, ce sont des gens qui se basent sur... les historiens, ce sont des gens qui se basent justement sur des témoignages recueillis à gauche et à droite. Justement, l'historien critique les témoignages pour essayer d'en tirer quelque chose. Ah ben oui, ça c'est... C'est pas pareil. Non, alors on va essayer de terminer avec ce rapport à l'histoire, surtout que je suis un peu responsable, puisque j'ai poussé la provocation étant donné votre présence. Mais
Il n'y a pas, il y a pas débat entre vous d'un côté et de l'autre. Non, il n'y a pas débat entre vous sur cette question, puisque lui écrit, l'auteur, pardon, qu'il est subjectif, subjectif, subjectif. Je ne suis pas historien, je suis un conteur, je vais raconter, etc. Donc ça ne se prétend pas tel. Et vous avez bien raison de dire que l'histoire existe, qu'elle ne se réduit pas à la chronique, qu'elle ne se réduit pas au roman historique et qu'elle repose sur des méthodes qui peuvent être des méthodes scientifiques, etc. Ce qui n'exclut pas les questions de l'interprétation qui peuvent rester ouvertes et toujours en débat. Maintenant, je passe la parole à Areski. Non, mais moi, je voulais intervenir, alors pas du tout sur le mode de l'histoire, je voulais plus m'adresser donc à la personne, pas à l'histoire que vous racontez, mais à votre histoire donc d'instituteur, vous aussi. Et Nordine nous a fait sentir comment les élèves tenaient à cette école républicaine, avaient soif d'apprendre, etc. Donc moi, ce que je voulais comme témoignage de votre part, c'est dans votre longue vie d'instituteur et de directeur de collège après, est-ce que vous avez ressenti jusqu'au dernier moment où vous enseignez la même chose, ou est-ce qu'au cours de votre histoire d'enseignant, les choses vous ont semblé changer? Voilà. Et surtout, l'évolution, et surtout, vous avez même parlé du fait que dans cette période coloniale, il y avait une lutte grâce à l'école contre l'obscurantisme. Et comme vous avez enseigné pendant la période en Algérie où l'obscurantisme s'est installé, est-ce que vous aviez le même sentiment que cette école républicaine, elle amenait une défense des élèves, elle a porté les élèves à réfléchir contre cet obscurantisme qu'ils voyaient tous les jours? C'est plus un témoignage de votre part en tant qu'enseignant, quoi. En parlant de l'école, vous voulez que je parle de l'école algérienne, si j'ai bien compris? Dans laquelle vous avez été enseignant. Ben, je vous dirais que l'école algérienne a été performante jusqu'à 1972, au sens strict du mot. Elle a été réellement performante. Après 72, eh bien, vous connaissez la suite. Ben, je ne sais pas, en 72, eh ben, il y a eu une réforme qui a tout gâché. Il y a eu une réforme qui a tout gâché. D'ailleurs, je ne sais pas, il y avait, et surtout que la réforme a été menée maladroitement. Je prends par exemple, je vous donne ça, quelque chose que j'ai vécu. Le problème de l'arabisation, quand il est venu, il a été fait d'une façon très maladroite. Je me rappelle, il y avait au départ, il y avait ce qu'on appelle les classes bilingues et les classes arabisées. Ben, les classes bilingues, qu'est-ce que c'est les classes bilingues? C'était les classes où l'on enseignait les mathématiques et les sciences, etc. en français, alors que tout le reste était en arabe. Les classes arabisées, au contraire, on enseignait les mathématiques en arabe. Eh bien, je me rappelle de la dernière année, il me restait dans l'établissement une seule classe bilingue. Et au moment, en pleine année scolaire, c'est-à-dire vers la fin du premier trimestre, on reçoit une note pour arabiser cette classe en catastrophe. L'arabiser immédiatement. Sans même... eh bien... Je n'avais jamais eu de problème dans l'établissement. J'étais même, je dirais même que j'étais un chef d'établissement comblé. Il y avait une discipline, tout ce qu'on veut dans l'établissement. Mais ce jour-là, quand je suis passé dans la classe pour leur dire, voilà, à partir de cette semaine, vous allez recevoir les mathématiques en arabe. Le jour même, on m'avait cassé 40 tables et 40 chaises. Voilà une réaction. Et c'est un peu ça qui a provoqué ça a baissé. Et les élèves n'avaient pas réagi
avaient mal réagi pour l'arabisation. Après, évidemment, ils se sont fait petit à petit, ils ont accepté. Comme toute chose, on accepte. Oui. Je voulais juste poser une question par rapport justement à cette phase là où il y a eu l'arabisation en Algérie. Donc il y avait le système bilingue. Et après, il y avait donc, les classes arabisantes. Donc, je pense qu'il y a eu un certain moment, comment dire, les enseignants qui étaient francophones à l'époque, qui faisaient leurs mathématiques, physique et toutes les matières qu'ils enseignaient en français, et ils leur ont demandé de faire des enseignements en arabe. Oui. Je pense qu'ils existaient. Parce que moi, là où j'étais, j'ai quand même suivi des cours avec des professeurs qui étaient à l'époque, qui enseignaient à l'époque en français, mais qui nous ont enseigné en arabe. Je pense que, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une différence justement dans cette classe, par exemple, d'enseignants qui étaient dans un ancien système et les nouveaux arabisants qui enseignaient à leur tour en arabe. Donc, parce qu'il y a une deuxième chose par rapport à toute l'Algérie. Parce qu'il y a, moi, je viens de Kabylie, donc à un certain moment, je suis allé chez de la famille à Skikda. Et je suis allé dans un petit village, c'est-à-dire une petite bourgade comme la mienne. Mais à l'époque, j'étais au lycée, et je suis arrivé là-bas, j'avais une cousine qui est passée son bac, et elle n'a jamais eu à faire des cours de français. Oui. Des cours de français. Même en Kabylie, il y avait des écoles où il n'y avait pas de français. Pourquoi? Parce que la plupart des enseignants, francisants, certains ne demandaient pas ces postes-là parce que c'est des postes un peu isolés, etc. Donc ils ne trouvaient pas d'enseignants. Mais ça, je crois que c'est des cas très rares. En général, lorsqu'ils ont arabisé justement la faute qui a été commise, lorsqu'on a arabisé dans la précipitation et sans aucune... Même les enseignants qui enseignaient les mathématiques ou les sciences en français, on ne leur a même pas donné le temps d'aller au moins se perfectionner un peu en arabe. On les a obligés en l'espace d'une semaine ou de 2 semaines faire un petit stage de rien du tout, et puis il va revenir enseigner. Ils enseignaient en mathématiques, et j'ai le cas d'une professeure de mathématiques, d'ailleurs, qui est maintenant, elle est partie d'Algérie depuis, elle est actuellement ici. Eh bien, mais c'était une catastrophe. Elle ne savait même pas très bien. Bon, elle parle l'arabe dialectal, mais elle ne sait pas parler arabe. Alors, elle enseignait en arabe dialectal. C'est mathématique. Bon, elle faisait des mathématiques. Donc, elle parlait en arabe dialectal, et de temps en temps, quand elle ne trouvait pas le mot, elle le disait en français. Ce que je voulais dire par rapport aux enseignants, donc à cette phase qui les a amenés à enseigner en arabe, c'est que c'est pas seulement le problème de l'arabe, de la langue elle-même. Non, c'est pas le parce problème. Que je pense qu'il y avait une certaine idéologie, c'est-à-dire même dont elle a été conduite. C'est pas le problème de la langue. Oui. C'est pas le problème de la langue. La langue, toutes les langues sont... Vous savez, je vais un peu revenir au cas de mon père. Il